ministère qui est effectivement très large, comme vous l'avez rappelé. Elle récupère le travail, qui est déjà en soi un ministère de plein exercice. Elle récupère également la santé, les solidarités, et puis ces nouveautés, elle l'a dit dans son discours, elle a également ce ministère de la famille. Et c'est pour ça que vous avez autant de gens qui sont situés derrière elle lors de son discours de passation. Vous avez un ministre délégué à la santé, Yannick Neuder. Vous avez une ministre du Travail, Astrid Pagnozan, qui était déjà là lors du gouvernement Barnier. Et vous avez également une ministre en charge de la solidarité, Aurore Berger, qui est en charge de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc elle a un panorama qui est quand même assez large. Elle est épaulée de plusieurs ministres. Pour ça, Catherine Vautrin a déjà de l'expérience. Ça veut dire qu'elle a occupé déjà cette fonction sous le gouvernement Barnier. Elle occupait déjà cette fonction sous le gouvernement Attal. Donc ça fait quasiment depuis le début de l'année qu'elle occupe cette fonction. Avec, par contre, une différence, c'est qu'à chaque fois, les ministres délégués sous elle changent, que ce soit à la santé, à la solidarité et au travail. Par contre, Astrid Pagnozan reste plutôt cette fois-ci. Le sujet pour elle est multiple. Le premier, c'est comment faire pour mener en place une politique publique, notamment dans ces domaines-là. Alors, ce sont des domaines qui demandent beaucoup de long terme et que vous avez ce qu'on appelle une instabilité gouvernementale avec plusieurs ministres dans un laps de temps qui est très court. La personne qui s'exprime actuellement, Yannick Neuder, vient de le rappeler, on en a au 7e ou 8e ministre de la Santé, alors que normalement, pour pouvoir mener une politique de santé qui soit viable, il faut plusieurs années. Donc comment faire pour notamment, et surtout vis-à-vis des administrations, pour qu'ils s'habituent avec un ministre et surtout une politique qui est mise en place. Un deuxième point aussi, c'est que lorsque vous menez en place un certain type de politique, vous devez avoir des résultats. Or, pour avoir des résultats, c'est toujours mieux si par cas, un ministre peut rester en place pour pouvoir mener une politique, notamment au travail, à la santé et aux solidarités. L'autre enjeu aussi qu'elle a, c'est faire identifier son sujet. Parce qu'en fait, vous avez un panorama qui est tellement large que quel est l'interlocuteur idéal lorsque vous avez un problème? Si vous avez un problème au travail, est-ce que les partenaires sociaux vont s'adresser à Catherine Vautrin directement ou est-ce qu'ils vont s'adresser à la ministre déléguée Astrid Pagnozan, ou de la même manière, si les médecins ou s'il y a une grève des urgences ou s'il y a un problème avec le personnel soignant, est-ce qu'ils vont s'adresser davantage à la personne qui parle, Yannick Neuder, ou à Catherine Vautrin? Alors Catherine Vautrin, qui est donc l'une des rares ministres à perdurer dans le temps, vous nous l'avez dit, qu'est-ce qui explique son succès, entre guillemets Alors, il y a plusieurs choses. La première, il faut se rappeler, c'est que Catherine Vautrin devait devenir Premier ministre en 2022 et c'est sur la pression des macronistes de gauche qu'elle n'avait pas récupéré Matignon en raison de ses positions, notamment sur les questions sociétales, et notamment sur sa position et sa vision de la famille, ce qui est étonnant parce qu'aujourd'hui, elle récupère la famille, donc c'est-à-dire que le poids et l'entourage, en tout cas les pressions autour d'Emmanuel Macron ont évolué en cours d'un an. Le deuxième point, c'est que ce qui se dit à chaque fois, à chacun des remaniements, c'est que c'est Emmanuel Macron qui fait en sorte de la maintenir lorsqu'il négocie avec les premiers ministres. C'est lui qui l'a imposé à Gabriel Attal lorsqu'il est arrivé à Matignon au début de l'année maintenant. C'est également lui qui a demandé à la maintenir lorsque Michel Barnier est arrivé à Matignon. Et c'est encore Emmanuel Macron qu'on suppose l'idée de maintien de Catherine Vautrin lors de l'arrivée à Matignon de François Bayrou. Ça, c'est le premier élément qui pourrait expliquer cela. Le deuxième, c'est que c'est une question d'expérience. Ça veut dire que François Bayrou a besoin de personnalités identifiées, notamment sur des sujets. Et Catherine Vautrin étant pressentie pour être Premier ministre, et comme c'est un nom qui circule depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, qu'elle a été ministre sous Nicolas Sarkozy, qu'elle a été une grande élue locale, a la capacité notamment et un poids politique pour pouvoir faire avancer des sujets qui sont compliqués. Parce que lorsque vous avez une difficulté, notamment sur le travail avec des syndicats, il vous faut une ligne directe, soit avec Matignon, soit avec l'Élysée, pour obtenir des arbitrages favorables. Et un dernier point, aussi, c'est une question de stabilité, parce qu'on l'évoquait lors de ma première réponse. Si par cas vous voulez mener une politique publique à long terme, c'est surtout sur des sujets qui sont difficiles et qui demandent beaucoup de patience et beaucoup de négociations. C'est toujours mieux de garder la même personne plutôt que de changer à chaque fois un ministre qui n'aura pas le temps de toute façon de mener une politique. Selon vous, quelle est la priorité à laquelle il va falloir qu'elle s'attelle? Alors si on doit en mettre, je mettrais surtout une par ministère. Avec au travail, elle aura un problème avec les partenaires sociaux. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a dégradé sa relation avec les catégories intermédiaires et ce qu'on appelle les syndicats. Et il les a pas tellement considérés depuis 2017, même s'il a essayé de rétablir la donne lors de la négociation de la réforme des retraites. Mais la réforme des retraites a durablement cassé le lien entre les partenaires sociaux et Emmanuel Macron, que ce soit ceux qui sont opposés à la politique du président de la République, c'est-à-dire la CGT, la Force ouvrière, mais également la CFDT,
qui a été plutôt contre la réforme des retraites plutôt qu'un partenaire lors de la négociation. Donc, est-ce qu'elle arrivera, notamment dans un contexte de montée du chômage annoncé avec une défaillance d'entreprise, à trouver un accord avec les syndicats pour faire en sorte soit de réactiver le chômage partiel, soit d'adoucir les conditions pour que les entreprises et surtout les salariés souffrent moins de cette hausse du chômage. L'autre point sur la santé, ça va être la négociation avec le personnel soignant qui est quand même fatigué avec la crise Covid, auquel on a des difficultés à recruter et qui est en situation difficile avec une crise des urgences qui se répète, une crise du personnel soignant avec une difficulté à recruter et à maintenir ceux qui sont déjà sur place dans la mesure où en fait on a besoin de plus en plus d'eux avec du travail qui est de plus en plus difficile, mais on a de moins en moins de moyens pour les payer ou pour recruter de nouvelles personnes pour les soulager. Alors la prochaine passation, surprise tout de même. Oui, ça, c'est une surprise que lorsque elle est partie de Matignon au début de l'année, donc en janvier 2024, pour se faire remplacer par Gabriel Attal, Emmanuel Macron lui avait proposé de devenir ministre de la Défense. Elle avait refusé. De la même manière, Michel Barnier lui avait proposé d'intégrer le gouvernement lorsqu'il est arrivé à Matignon en septembre de cette année, et elle avait également refusé. Et aujourd'hui, elle revient pour différentes raisons. La première, c'était qu'elle était en difficulté sur le plan interne, dans la mesure où elle avait perdu les scrutins internes, enfin, en tout cas, elle avait perdu contre Gabriel Attal et à la présidence de groupe et à la présidence du parti politique, donc du parti présidentiel, face à Gabriel Attal pour le parti Renaissance. Donc elle avait besoin aujourd'hui d'avoir un moyen pour se relancer et de pouvoir exister sur le débat public. Et je suppose que c'était le moment parfait pour elle pour pouvoir revenir avec une proposition qui est quand même assez grosse et assez intéressante. Ensuite, après, pourquoi est-ce que c'est une surprise? Parce que François Bayrou promet de ne pas utiliser le 49.3 notamment pour pouvoir plaire au Parti socialiste et pour pouvoir plaire également aux partenaires du Nouveau Front populaire pour éviter ce qu'on appelle une censure et pour négocier un pacte de non-censure. Et il appelle la personne qui apparaît comme celle qui incarne le 49.3 malgré elle, parce qu'en fait elle a surtout utilisé le 49.3 sur deux textes, sur le budget et sur la réforme des retraites, ce qui fait que vous gonflez le chiffre. Mais aujourd'hui, elle est vue comme ça par une grande partie des Français. En tout cas, les gens la retiennent comme ça. Ça devient une running gag ou des blagues à son sujet. Et aujourd'hui, elle doit essayer de se défaire de cette image. Il faut quand même se rappeler, lorsqu'elle est arrivée à Matignon en 2022, ce qu'on avait reçu comme message, c'était que Emmanuel Macron l'avait nommé en raison de ses capacités à pouvoir négocier avec les partenaires sociaux, avec les syndicats, avec les corps intermédiaires et avec l'administration. Donc en fait, elle a peut-être d'autres qualités que celles d'être la madame du 49.3, notamment en négociant avec des sujets qui sont difficiles. Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est difficile? Ça a été rappelé par votre journaliste, il y a beaucoup de sujets à l'éducation nationale, avec des sujets qui sont dits cristallisants, que ce soit au niveau du programme et surtout dans la relation avec le corps enseignant auquel le pouvoir en place a des relations dégradées depuis le départ de Gabriel Attal. Pourquoi est-ce qu'ils ont des relations dégradées depuis le départ de Gabriel Attal? Gabriel Attal était considéré comme un ministre populaire qui passait du temps avec le corps enseignant, mais l'arrivée au pouvoir de Amélie Oudéa-Castéra au début de l'année en remplacement de Gabriel Attal avait notamment crispé les syndicats en raison de la polémique de ces enfants qui étaient scolarisés dans le privé. Et lorsqu'elle avait justifié ça, elle avait dit notamment parce que les profs ne travaillaient pas assez, qu'ils étaient souvent absents. Alors il y a un autre... Elle fait son retour après avoir quitté Matignon au début de l'année 2024, donc c'est une période qui est plutôt courte. Elle récupère un ministère de l'Éducation nationale qui est élargi à l'enseignement supérieur, à la recherche, qui est également élargi à l'innovation, à l'enseignement professionnel, et surtout au numérique. Donc ça veut dire que vous avez un périmètre qui est assez large, qui regroupe à la fois l'éducation, mais également des domaines qui sont beaucoup plus professionnalisants. Il s'agit d'un parcours qui est plutôt cohérent. Il s'agit de dire que les gens que vous allez former ont plutôt une cohérence de l'éducation nationale jusqu'à l'enseignement supérieur, voire jusqu'au l'enseignement professionnel, pour arriver sur un objectif qui est l'innovation et sur la recherche. Donc le périmètre est plutôt large et plutôt important. L'autre point aussi, c'est que je suppose que si Parquet est revenu sur ce poste-là, c'est qu'on lui a promis d'une part une certaine liberté d'action en termes de ligne politique et en termes d'action, et également des moyens qui sont plutôt conséquents, alors qu'on a annoncé plutôt la suppression de 3000 emplois d'enseignants dans l'hypothèse d'un budget 2025 qui était présenté par Michel Barnier. Donc est-ce que toutes ces lignes-là sont les mêmes, ou est-ce que Elisabeth Borne obtient des arbitrages qui sont plutôt favorables? Enfin, il y a un dernier point qui va être posé pour Elisabeth Borne, c'est qu'elle a quand même l'image de Madame 49.3. Or, l'une des difficultés du ministère de l'Éducation nationale, c'est les relations et avec les syndicats d'enseignants et avec les enseignants et le corps professoral. Donc, est-ce qu'elle arrivera d'une manière verticale en imposant sa feuille de route, ou est-ce qu'elle partira sur une logique de co-construction avec le personnel enseignant sur lequel vous ne pouvez pas diriger le mastodonte, comme l'appelait Claude Allègre?
Et on voit sur ces images en direct Elisabeth Borne qui est donc arrivée au ministère de l'Éducation, qui salue bien évidemment Anne Genetet, la ministre démissionnaire. Alors Elisabeth Borne, vous nous l'avez dit, hein, donc c'est un visage bien connu qui est loin de faire l'unanimité tout de même. Oui, effectivement, c'était surprenant comme choix dans la mesure où François Bayrou devait plaire à la gauche. C'est-à-dire qu'il devait en fait négocier ce qu'on appelle un pacte de non-censure pour éviter de subir le même sort que Michel Barnier, en donnant des gages aux communistes, aux écologistes et surtout au Parti socialiste. Et on peut être surpris dans la mesure où si vous voulez faire ça, vous nommez plutôt des figures qui plaisent au Parti socialiste et qui ne provoquent pas, des boutons aux dirigeants du Parti socialiste. Et pourtant, il a choisi de faire revenir Elisabeth Borne, sur lesquelles elle est retenue pour elle est connue des Français pour deux choses. Elle a été la première ministre qui a utilisé notamment beaucoup de 49.3, et c'est la première ministre qui a fait passer la réforme des retraites, une réforme des retraites qui est contestée par le Nouveau Front Populaire et le Parti socialiste. Il a également fait revenir Manuel Valls, qui a des relations compliquées également avec les dirigeants socialistes. Donc c'est un point qui peut être surprenant. Malgré tout, ce sont des noms qui sont identifiés et qui parlent aux Français. Si vous prenez la photographie du gouvernement de Michel Barnier, il y a très peu de ministres qui marqueront et qui ont marqué l'opinion publique, d'une part par leur action politique, ou même qui ont retenu l'attention des gens en termes de profil et en termes de CV. Là aujourd'hui, au moins, il y a un avantage avec Elisabeth Borne, c'est qu'une grande partie des Français la connaissent parce qu'elle a été première ministre. Elle incarne quelque chose, et lorsqu'elle va pouvoir mener des actions à l'éducation nationale, lorsqu'elle va pouvoir négocier avec le corps enseignant, ou lorsqu'elle va présenter une ligne politique ou un programme de réforme à l'éducation nationale, elle retiendra une attention qui est beaucoup plus particulière. La preuve, on est en train d'en parler actuellement, donc ça veut dire qu'elle dépasse le mur du son et qu'elle est capable de porter des sujets qui puissent éventuellement percer et intéresser l'opinion publique. Alors, un mot peut-être sur ce casting, c'est 35 ministres avec quelques prises à gauche. Je ne sais pas si on peut qualifier cela comme ça, puisque c'est plutôt des anciens de la gauche. En fait, il y a deux sujets. Quelle est la tactique que vous voulez mettre en place et à qui vous vous adressez concrètement? Si vous adressez à l'Assemblée nationale le retour d'Elisabeth Borne, le retour de Manuel Valls, le retour de Gérald Darmanin ou l'arrivée de François Rebsamen ne changera pas une seule ligne. Il n'y a pas un seul député qui va se dire Manuel Valls est actuellement ministre des Outre-mer. Moi, député socialiste, moi, député écologiste ou député du Nouveau Front Populaire, je vais changer mon vote. Je voulais pas voter la censure. Enfin, je voulais voter la censure. Et maintenant, avec le retour de ces personnes-là, j'ai changé d'avis complètement. Je ne vais pas voter la censure. Il n'y a personne qui changera d'avis, concrètement. Par contre, il y aura un autre sujet, c'est est-ce que une partie de l'électorat de centre-gauche qui hésite entre la coalition présidentielle, notamment Emmanuel Macron, et le Nouveau Front Populaire, va pas être tenté éventuellement d'écouter davantage des personnes qui sont identifiées comme social-démocrates, avec une chose qui est très simple. Aux élections européennes, la coalition du NFP fait beaucoup plus qu'aux élections législatives, notamment avec un très gros score de Glucksmann. Le retour à la coalition du NFP fait que les électeurs qui ont voté Glucksmann sont revenus dans le giron présidentiel. C'est ces personnes-là que Bayrou veut séduire dans l'hypothèse d'élections législatives anticipées l'année prochaine en cas de dissolution. Donc est-ce que ces personnes-là peuvent éventuellement changer d'avis? Il ne faut rien exclure à l'heure actuelle. Pour l'instant, on n'a pas d'enquête capable de mesurer sur est-ce qu'ils sont satisfaits du retour d'Elisabeth Borne, de Manuel Valls, etc. L'autre point, moi, que je vois qui va être beaucoup plus compliqué pour François Bayrou, c'est comment faire pour éviter la censure? Est-ce que ces personnes-là, ou est-ce que l'élargissement à droite permet d'éviter la censure? On a vu notamment que, sur un sujet qui est précis, ça veut dire qu'il voulait nommer Xavier Bertrand à Place Vendôme comme ministre de la Justice. Marine Le Pen n'en voulait pas. Il a retiré Xavier Bertrand. Pour autant, Jordan Bardella, vous l'avez montré, met un tweet qui est très négatif sur ce gouvernement. Donc vous avez cédé à Le Pen, pour autant, vous n'avez pas la bienveillance de Marine Le Pen. De la même manière, vous avez mis des personnes qui sont, entre guillemets, identifiées à gauche, comme Valls, comme Borne, comme Rebsamen et comme Juliette Méadel. Pour autant, Olivier Faure n'a jamais été aussi mécontent depuis la censure de Michel Barnier, avec un tweet qui est plutôt agressif et qui montre qu'il n'est pas du tout satisfait de la méthode de Bayrou et également de sa feuille de route. Donc, Olivier Faure qui parle de provocation, justement, des mots assez forts. C'est vrai que cette censure, elle semble se rapprocher avec une durée de vie pour le gouvernement Bayrou qui paraît assez limitée quand même. Assez limitée. À l'heure actuelle, je ne pense pas que le gouvernement sera censuré le 16 janvier, soit 2 jours après le discours de politique générale, une fois que LFI posera une motion de censure. Par contre, il y aura un sujet très concret. Est-ce que pour le budget, François Bayrou arrivera à soit obtenir un pacte de non-censure avec la gauche, soit obtenir une neutralité du Rassemblement national, alors qu'on a vu que Michel Barnier était tombé pour exactement les mêmes raisons? Vous pouvez nommer le casting que vous voulez. Vous pouvez même rappeler
des anciens premiers ministres, anciens ministres de gauche, ou même faire plaisir au Rassemblement national. Mais il y aura une chose qui va être très concrète. Est-ce que vous cédez sur la réforme des retraites ou pas? Est-ce que vous disiez le 49.3 ou pas pour refaire voter le budget? Est-ce que vous cédez aux fameuses lignes rouges posées par Marine Le Pen sur l'indexation des retraites, sur le prix du carburant, sur le prix de l'électricité ou sur le coût du travail? Et tant que François Bayrou ne donne pas de ligne claire, et actuellement on n'en a absolument pas sur beaucoup de sujets, le gouvernement reste sous suspens et reste sous la menace et du Nouveau Front Populaire et du Rassemblement National. Alors pour le budget, justement, il a déclaré qu'il n'utiliserait le 49.3 qu'en dernier recours, visiblement. En tout cas, c'est ce qu'il souhaite faire jusqu'à présent. Est-ce que vous pensez que c'est tenable pour lui? C'est exactement le même speech qu'avait fait Michel Barnier, c'est-à-dire que Michel Barnier aurait pu utiliser le 49.3 dès le début de la discussion parlementaire, que ce soit sur le projet de loi de finances de sécurité sociale qu'on appelle PLFSS ou sur le projet de loi de finances ordinaire. Il a attendu la fin des discussions parlementaires et les discussions parlementaires ont révélé des fractures profondes entre le projet porté par ce qu'on appelle le socle commun, donc l'alliance entre Renaissance, enfin le parti présidentiel et les Républicains, et d'un côté le Nouveau Front Populaire et de l'autre côté le Rassemblement National. Donc si par cas vous attendez trop longtemps en termes de négociation, en fait vous cristallisez les sujets et chacun va venir avec des lignes rouges qui seront beaucoup plus importantes que vous avez initialement. L'autre qualité par contre, qui a de Petzel 49.3, c'est que lorsque vous êtes 49.3, les oppositions peuvent déposer une motion de censure de manière automatique pour faire renverser le gouvernement. Et en refusant d'utiliser le 49.3, même s'il l'a exclu hier soir, peut-être que François Bayrou se dit que même si le texte n'est pas adopté, éventuellement il disposera d'armes comme la loi spéciale ou les ordonnances de l'article 47 pour faire adopter le budget sans vote. Alors vous voyez toujours à l'image ce pupitre qui a été installé pour... Et tout de même une surprise. Oui, c'est une surprise parce qu'il avait des relations compliquées avec le chef de l'État. On se souvient notamment qu'ils étaient concurrents lorsqu'ils étaient ensemble au Parti Socialiste et lorsqu'ils étaient membres du gouvernement Hollande, Manuel Valls comme Premier ministre et Emmanuel Macron comme ministre de l'économie, et que Emmanuel Macron avait, tourmenté Manuel Valls à partir de 2017, ce qui l'avait conduit à partir à Barcelone et à s'exiler en Espagne. Le sujet pour les enjeux sont doubles. Premièrement, il y a les enjeux politiques avec le retour de Manuel Valls. Manuel Valls est une personnalité, crispante pour la gauche, parce que c'est lui qui avait théorisé les deux gauches irréconciliables entre ce qui allait devenir en fait une forme de social-démocratie à l'américaine, ce qu'on pourrait incarner aujourd'hui dans Emmanuel Macron et Gabriel Attal, et également la France insoumise. Il avait en fait préfiguré ce qui allait se passer lorsqu'il était Premier ministre en donnant une ligne beaucoup plus libérale. C'est lui qui avait porté ce qu'on appelle le pacte des responsabilités, et notamment le CICE sous le quinquennat Hollande, qui était vu comme une grande partie des électeurs de gauche comme une trahison. Et donc, si vous le nommez, forcément, vous allez provoquer des crispations du côté du Parti socialiste et du côté des partenaires du Nouveau Front Populaire dans le cadre d'une censure, parce qu'il va être un point de cristallisant, avec un sujet qui va être clair, qui va être porté par la France insoumise. Vous avez Manuel Valls censurant ce gouvernement. L'autre point, par contre, est en termes de politique publique, et là où c'est intéressant, c'est que Mayotte a subi une catastrophe qui est l'une des plus importantes. Et aujourd'hui, je pense que pour une grande partie de nos compatriotes d'outre-mer, avoir un interlocuteur qui a un poids politique important, qui a été ancien Premier ministre, fait dire que le gouvernement met le sujet sur le premier plan. On a vu que François Bayrou avait des difficultés sur cette question, que ce soit aux questions face à l'Assemblée nationale, et également lorsqu'il s'est à chaque fois exprimé sur le sujet, notamment en préférence au conseil municipal de Pau, plutôt que d'aller à Mayotte. Aujourd'hui, mettre quelqu'un comme Manuel Valls en lui conférant un titre de ministère d'État, alors que d'habitude le poste de ministre d'Outre-mer est souvent rattaché au ministère de l'Intérieur ou rattaché en tant que ministre délégué, montre en fait que le gouvernement veut mettre une priorité et sur la reconstruction de Mayotte, et également sur l'ensemble des territoires d'outre-mer, parce qu'on se focalise sur Mayotte, mais l'ensemble des territoires d'outre-mer est frappé par une augmentation des prix, un coût de la vie chère qui est quand même 30% à 40% plus élevé que celui qui est en métropole, avec une difficulté d'accès aux services publics. On l'a vu notamment sur la santé, sur les hôpitaux, lors de l'épisode Covid en termes de vaccination. Et aujourd'hui, une grande partie de ces territoires se sont manifestés lors des derniers votes dans une opposition à Emmanuel Macron, en votant soit pour la France insoumise, soit pour le Rassemblement national. Et justement, la situation